Cet épisode est en partenariat avec Préantica. Il est rendu possible grâce à vous, nos patriotes, sur Patreon. Pour plus d'informations, on se retrouve en fin d'épisode. Bienvenue sur Parlons peu, parlons ergo, un podcast de vulgarisation des connaissances autour de l'ergonomie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode intitulé « Ergonome diplômé et alors ?» Nous parlerons de l'insertion professionnelle dans le monde de l'ergonomie, mais aussi comment fait-on pour s'insérer, que ce soit en tant qu'ergonome interne ou externe. Au micro pour cet épisode, Cassandre Dubost et Elsa Martin. Bonjour Cassandre. Bonjour Elsa. Alors, aujourd'hui, nous avons 3 invités avec nous pour nous parler de l'insertion professionnelle, notamment via leur propre parcours. Alors, notre première invitée a obtenu un master ergonomie à l'Université de Lorraine en 2022. Elle a dans un premier temps été stagiaire, puis elle a été embauchée en tant que consultante ergonome chez HDG, Human Design Group. Bonjour Maëva Valade. Bonjour à vous. Notre deuxième invitée a obtenu un master ergonomie à Bordeaux en 2020, plus exactement un master ergonomie cognitive, innovation technologique et facteurs humains, au cours duquel elle a réalisé une alternance chez Airbus pendant environ 1 an. Puis elle est devenue consultante indépendante pour Airbus pendant environ 2 ans. Ensuite, elle a été pendant plusieurs mois consultante chez Ergonova et aujourd'hui, elle est ergonome interne chez Airbus. Bonjour Eyvind Demanja. Bonjour. Et notre troisième invité a obtenu un master ergonomie de la motricité à Orléans. Lors de ce master, il a été alternant chez HMT, Human Mechanical Technologies, pendant 1 an. Par la suite, il a travaillé dans un service de santé au travail au sein des hôpitaux de Lannemezan. Aujourd'hui, il en fait toujours partie, mais en parallèle de cela, il a monté son propre cabinet qui se nomme Obra depuis plus d'1 an. Bonjour Julien Benoît. Bonjour à vous. Donc l'objectif de ce podcast est dans un premier temps d'en savoir un peu plus sur l'insertion professionnelle dans le monde de l'ergonomie. Et donc pour cela, je vais passer la parole à Elsa. Effectivement, aujourd'hui, on souhaitait vous donner la parole, que vous puissiez nous faire un retour d'expérience sur vos débuts en tant qu'ergonome. Pour commencer ce podcast, on souhaitait que vous nous expliquiez un petit peu comment s'est passé vos tout débuts en tant qu'ergonome et notamment du coup lors de vos stages ou de votre alternance. Donc comment s'est passé un petit peu votre insertion justement dans le monde du travail ? Peut-être que je peux te laisser la parole, Maëva. Oui, bien sûr. Alors moi, il faut savoir que dans mon master, j'ai eu la possibilité d'effectuer 2 stages. Un en première année, qui a duré environ 2 mois. C'était plus un stage d'observation pour découvrir un peu le métier de l'ergonomie, même si on pouvait effectuer quelques missions. Et le deuxième stage, c'était donc en master 2, qui a duré 6 mois. Et là, c'était beaucoup plus un stage professionnel, on va dire. On avait vraiment une mission dédiée pour ces 6 mois. Et ce qui nous permettait d'avoir une vue beaucoup plus professionnelle sur le métier, de commencer à appliquer des techniques, découvrir concrètement ce qu'était le métier. D'accord, super. Eyvind, je te laisse nous partager ton expérience. Oui, alors tout comme Maëva, j'ai fait un stage de 2 mois en première année de master, où là l'objectif c'était de faire un diagnostic sur une situation problème dans une entreprise. Moi, j'étais dans le secteur du BTP à ce moment-là. Et à la suite de ce diagnostic, on avait fait des propositions d'amélioration. Mais la partie un peu frustrante, c'est que en 2 mois et en étant encore étudiant, on n'a pas pu accompagner les transformations. Donc c'était vraiment ça l'objet du stage et ou de l'alternance, puisque la spécificité à Bordeaux, c'est qu'on peut soit faire un stage, soit faire une alternance la 2e année. Donc moi, j'ai choisi de faire une alternance et l'objectif du stage ou de l'alternance, c'est de faire un diagnostic et d'accompagner les transformations. Donc vraiment en mode projet sur 6 mois pour ceux qui choisissent de faire un stage, sur 1 an pour ceux qui prennent l'alternance. Super. Ça n'a pas été trop difficile du coup de trouver un terrain de stage ou un terrain d'alternance ? Pour ma part, ça a été assez compliqué parce qu'on venait à peine de sortir de la période Covid.
Enfin, pour mon stage de première année, c'était carrément la période Covid. Du coup, beaucoup d'entreprises ont refusé tout simplement d'accueillir des étudiants. Donc, que ce soit pour ma part ou dans mon entourage, certains ont même pas réussi à trouver de stage. La seconde année, c'était encore plus compliqué parce que 6 mois, c'est forcément un stage rémunéré, ce qui fait un peu souvent peur aux entreprises. Donc, on va dire le combo de toutes ces conditions faisait que ça a été assez compliqué. Et certains ont dû partir un peu dans toute la France, voire même à l'étranger pour réussir à trouver des stages. Ça vous a demandé d'être flexible. Exactement. Et justement, tu parlais de partir dans toute la France. C'est pour la période de stage, on était pré-Covid, j'ai envie de dire. Et on était pas mal de masters, je pense, à être sur le marché de l'emploi, on va dire, pour une première fois à ce moment-là. Donc ça a été un petit peu la bataille. Pour mon premier stage, j'ai atterri à Brest. Je crois que j'ai signé la veille pour partir le lendemain pour le début du stage. Donc j'ai pas mal bougé. Je me suis retrouvé pour mon alternance sur Tarbes. De mon ensemble, sur l'expérience que j'ai pu avoir sur ces premières on va dire recherches d'emploi, d'alternance de stage, ça n'a pas été trop compliqué personnellement. Par contre, au niveau des étudiants de ma promotion qui étaient avec moi, on a eu quelques soucis pour certains d'entre eux. Et je pense que c'est assez hétérogène pour les jeunes ergonomes de pouvoir se retrouver sur le marché de l'emploi en première expérience. Pour ma part, ça a été plus simple que mes collègues, effectivement. Je pense que les profs aussi nous avaient bien conseillé sur faire une petite planche de présentation. En quoi est-ce que vous pourriez avoir besoin d'un ergonome pour aller avec ça directement voir les entreprises et est-ce qu'elles s'identifiaient avec une problématique où elles pouvaient être accompagnées par un ergonome. Et ça a été une vraie aide pour moi et pour les personnes de ma promotion et ça nous a facilité, je pense, nos recherches de stage. Est-ce que du coup, il y aurait une importance à bien choisir aussi son terrain de stage ou d'alternance, aussi notamment dû au secteur ? Si on commence par exemple dans le secteur du BTP ou de l'industrie et que ça est finalement un choix après sur la carrière professionnelle de se spécialiser dans ce secteur. Je pense que pour un stage, en fait, selon si on va être en cabinet ou en ergonome interne, on va pas avoir forcément les mêmes types de démarches ou les mêmes approches du monde du travail, donc pour une première expérience. Et ça va être un petit peu la même chose sur l'alternance. On va pas tous ressortir de notre master, de nos études avec les mêmes billes au départ, même si après le monde professionnel fait qu'on peut développer ses compétences en tant que consultant, ses compétences pour pouvoir monter des projets en interne beaucoup plus macro sur une entreprise. Mais globalement, je pense qu'on a oui, une petite caisse à outils en partant à la découverte du monde du travail qui peut être différente. Après, si on a une volonté de travailler dans un milieu en particulier, je pense que ça vaut le coup d'essayer de chercher son stage dans ce domaine-là, parce que c'est évident que les recruteurs ils sont attentifs à notre première expérience de stage et comment on la raconte, qu'est-ce qu'on en tire, comment ça s'est passé. Donc j'encourage les étudiants à tenter de trouver un stage dans le domaine qui pense qu'il va les faire vibrer. D'accord. Alors moi j'avais une question pour vous trois. Puisque vous venez tous les trois de masters différents, est-ce que vous pouvez me dire en quoi ils consistent ? Maïva, peut-être que tu peux commencer ? Oui, bien sûr. Donc moi, je viens du master de Metz à l'Université de Lorraine. Il faut savoir que mon master, il n'a pas de spécialité. Justement, c'est un master très généraliste qui permet à la fois de voir tout ce qui est le domaine de la santé, de la sécurité au travail, mais aussi tout ce qui va être un peu plus orienté technologie avec de l'UI, de l'UX, de l'innovation. Et c'est ce qui m'a intéressée en fait parce que je savais que l'ergonomie me plaisait, mais je savais pas encore quel domaine me plaisait concrètement. Et ce qui m'a attirée aussi dans ce master, c'est qu'il permet d'obtenir la certification EJC, donc ergonome junior certifié, qui permet par la suite d'avoir plus facilement le titre d'ergonome européen. Et j'ai trouvé que c'était plutôt un avantage lors de mes démarches potentiellement dans des entreprises, etc. Et même pour plus tard, c'était un titre qui m'intéresse. Donc je me suis dit, autant prendre celui-ci. Il me convenait, en fait, on va dire, dans ce que j'attendais. Très bien. Et donc du coup, toi, Julien ? Alors moi, sur le master d'Orléans, on est rattaché à l'UFR STAPS. Donc on avait la plupart des promotions tous les ans étaient beaucoup plus des stapsiens, donc issus du domaine de l'activité physique et du milieu sportif. Et nous, sur notre master, je pense qu'on est après un master général d'ergonomie, mais la petite particularité, c'est qu'on avait beaucoup d'enseignants-chercheurs issus du milieu de la sociologie, de l'anthropologie, de l'ethnologie aussi. On avait pas mal aussi de cours sur la biomécanique. Et je pense que
par rapport à d'autres masters, on a peut-être un regard qui est un petit peu plus large sur la question du travail, peut-être un peu moins sur les questions d'études des situations de travail pour quand même se donner une petite épine dans le pied, mais on avait quand même cette facilité-là à aborder le travail d'une autre façon que sur d'autres masters d'ergonomie. D'accord, très bien. Et donc toi, Evelyne ? Alors, la particularité du master d'ergonomie de Bordeaux, c'est que la première année de master, il y a un tronc commun en sciences cognitives, avec des personnes qui vont après se spécialiser en sciences cognitives au second semestre. Et puis après, en master 2, c'est notamment spécialisé dans l'accompagnement de projets. Donc on a des cours sur l'accompagnement de projets architecturaux où on nous apprend à utiliser le logiciel SketchUp, à faire des maquettes en 3D, papier carton. Donc ça c'était plutôt une partie que j'ai trouvée chouette. Et puis on a aussi des intervenants qui sont très très intéressants, qui viennent nous montrer en fait comment eux ont mené des interventions sur le champ de l'organisation, comment est-ce qu'on accompagne une entreprise à un changement organisationnel, comment est-ce qu'on peut simuler un changement organisationnel. Et ouais, c'était très intéressant. D'accord, très bien. Et donc, est-ce que vous pensez que selon le master que l'on a, l'insertion professionnelle va se faire plus ou moins facilement derrière ? Peut-être que Julien, tu peux répondre à cette question. Une question un petit peu difficile. Je pense qu'en fonction du master, oui, c'est sûr, on a des compétences qui vont être un petit peu différentes en fonction de comment on va aborder la question du travail, la question des situations de travail, la question des démarches projets. Mais je pense qu'il y a une grosse partie des compétences du futur ergonome qui se développent sur le terrain. Et ça, c'est très dépendant du terrain de stage, de l'alternance ou du stage de 6 mois qu'on va pouvoir avoir, et surtout du suivi du maître de stage côté université, qui peut laisser plus ou moins de place à l'étudiant sur son terrain d'activité, mais qui a, je pense, une place quand même relativement importante dans la formation du futur ergonome. Ouais. D'accord. Et du coup, j'avais une autre question qui reste sur la question des masters. Est-ce que votre université vous a aidé à vous insérer dans le monde du travail par la suite ? Peut-être que, Eyvind, tu peux répondre à cette question ? Alors oui, on nous accompagne dans les démarches de recherche de stage et finalement, c'est des outils qui vont servir dans la recherche d'emploi. On avait notamment des cours de communication avec des simulations d'entretien, un enseignant qui nous simulait un recruteur un petit peu loquace. C'était assez rigolo et finalement assez utile. Et puis ça aide dans l'insertion finalement, puisqu'on s'y prépare dès la recherche de stage. Et ce qui est applicable pour rechercher un stage, c'est applicable aussi pour aller trouver un potentiel recruteur ou des potentiels clients pour ceux qui se lancent directement à leur compte. C'est vrai, j'ai quand même attendu 1 mois et demi le temps de me laisser la réflexion, mais non, les premiers clients n'ont pas été trouvés la semaine d'après, c'est sûr. Pour rebondir sur tes propos, Julien, du coup, effectivement, toi, comment tu as fait quand tu as décidé de devenir auto-entrepreneur ? Sur quel réseau tu t'es appuyé ? Comment tu as fait pour construire ton réseau ? Et puis, voilà, tu étais maintenant seul, hein. Il fallait chercher des clients et un petit peu se faire connaître. Comment tu as réalisé ces démarches ? Alors en fait, ces démarches, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je veux faire concrètement, moi, de mes compétences d'ergonome, ou qu'est-ce que je veux apporter en tant qu'ergonome sur la question de la transformation du travail. Et en fait, je me suis beaucoup rangé dans un premier temps sur moi, ce qui m'animait en tant qu'ergonome ou dans mes interventions, de me dire, moi, ce qui me fait triper, c'est de rencontrer les gens au plus près du terrain, c'est de pouvoir vraiment avoir des projets qui ont de l'impact, qui recoupent aussi avec des questions d'écologie qu'on a actuellement, des questions sociales sur l'emploi. Et en fait, j'avais une vision assez particulière de ce sur quoi je voulais travailler de prime abord. Et en fait, ça m'a beaucoup aiguillé sur comment je vais construire ce réseau ou cette question de transformation du travail. Donc, je me suis pas trop projeté sur les réseaux sociaux un petit peu dans les premiers temps, parce que bon, c'est quelque chose qui semble facile. On voit LinkedIn, on peut communiquer sur tout, n'importe quoi, réagir. Et en fait, je me suis rendu compte que ça s'éloignait un peu, moi, de ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai vraiment pris mon bâton de pèlerin et je suis allé rencontrer les gens
dans les entreprises, les pépinières, je suis allé à la Bourse du Travail, je suis allé voir Cap Emploi, je me suis pointé dans les bureaux de ma région Occitanie. J'ai rencontré un de mes premiers clients aussi sur le marché à l'occasion, une dame qui distribuait des tracts pour un restaurant associatif. Et en fait, on a discuté 5 minutes et elle m'a parlé d'un projet d'agrandissement de leur restaurant. Et en fait, on a débouché sur un projet ergo comme ça, en discutant autour d'un étalage de poireaux et de potimarrons. Donc, c'est une expérience qui est quand même assez particulière. Et en fait, je pense que le réseau, il se fait beaucoup comme ça, de rencontres de personnes. Alors, je dirais peut-être un peu fortuites, mais il faut oser aller rencontrer les gens, poser des fois les questions, présenter l'ergonomie, parce que mine de rien, pour nous, ça nous paraît tellement évident de comment on transforme, on étudie une situation de travail, mais on a encore beaucoup de flou, je dirais, sur ce qu'est l'ergonomie pour la population. Et voilà, c'est tout le but. Après, le réseau se crée de bouche à oreille parce qu'on se fait recontacter par une personne qui a été contactée par telle personne, qui a entendu parler d'un ergonome sur Tarbes. Et en fait, ça se fait vraiment... Moi, j'ai décidé de le faire un petit peu comme ça, de façon, je dirais pas familiale, mais vraiment locale. C'est une belle anecdote, merci de nous l'avoir partagée. Effectivement, finalement, toi, tu as plus eu un effet boule de neige à aussi démocratiser l'ergonomie, parce que finalement, beaucoup de personnes ne savent pas forcément ce qu'est l'ergonomie, donc finalement, à expliquer ce que tu pouvais apporter, et finalement, après intervenir, avoir des bons retours, et puis après, le bouche à oreille, quand il est positif, peut avoir aussi de très bonnes vertus. C'est exactement ça. Et on dit souvent que l'ergonomie est une profession assez isolée. Des fois, on est en entreprise, on n'a pas forcément... d'autres ergonomes avec nous, c'est pas toujours évident en entreprise d'être seul. Comment vous avez fait justement pour aussi vaincre la solitude et vous appuyer sur des ressources? Julien, toi qui travailles aussi en SST, justement, comment tu fais pour ne pas être forcément trop seul dans ta pratique? Alors sur le SST, donc c'est un SST qui est interne à l'hôpital. Il faut savoir que dans l'équipe, on a le médecin du travail, on a une infirmière aussi de santé au travail, il y a un psychologue du travail. Et c'est sûr que les questions de l'ergonomie, elles sont vues au travers du spectre de la médecine du travail, du psychologue du travail. Mais bon, on a quand même ce champ sur la question du travail qui reste, je dirais pas commun, mais qui reste partagé sur la question de transformer les situations, de voir l'organisation. Et je me suis personnellement rapproché d'un réseau qui s'appelle les Jeunes Pratiques en Réflexion, donc qui est constitué de jeunes ergonomes fraîchement sortis d'études jusqu'à 5 ans. Et en fait, par l'organisation de journées sur certaines thématiques, ça permet justement de pouvoir sortir un peu de notre quotidien de travail et de pouvoir se questionner en tant que jeune praticien, sur des questions d'ordre justement de l'analyse de la demande, recherche des acteurs stratégiques et comment on peut intervenir sur ces différents milieux. Alors effectivement, Julien, il existe les JPR, donc les jeunes pratiques en réflexion, qui peuvent aider à continuer à garder du lien avec nos collègues ergonomes. Et ça peut aussi nous aider à nous construire un réseau au sein de notre pratique. Alors moi, je sais que par exemple, ce qui m'a beaucoup aidé à garder ce lien et à me construire un réseau, eh bien, ce sont d'abord donc les RAF, rassemblements et associations reliées aux formations en ergonomie. Mais aussi, bien sûr, par la suite, Parlons Ergo. Donc je sais aussi qu'il existe d'autres événements, congrès, qui peuvent aider à se créer du réseau, comme par exemple la SELF, donc la Société d'ergonomie de langue française, ou les JDB aussi, les Journées de Bordeaux. Donc voilà, en fait, il existe de nombreux événements et donc ma question est la suivante. Est-ce que vous y avez déjà participé ? Alors, quand c'est possible, oui, bien sûr, et je recommande d'y aller, c'est toujours hyper enrichissant. Je recommande de participer à des séminaires comme les Journées de Bordeaux, qui sont des journées sur la pratique du métier d'ergonomie, avec chaque année une thématique. Les dernières journées de Bordeaux auxquelles j'ai assisté, c'était sur la thématique de la formation. Et donc, il y a des tables rondes autour d'une intervention, d'un point particulier. Et ça permet aussi de continuer à grandir, à voir quelle est la pratique des autres, à se poser des questions. Donc, j'encourage fortement les jeunes praticiens et les moins jeunes à continuer à aller s'informer, se former et échanger avec nos confrères et nos consoeurs ergo. Merci Evelyne. Maëva, est-ce que tu voudrais nous partager ton expérience ? Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, les conférences, le contact, c'est très important. Si jamais il y en a qui sont intéressés, je sais qu'il existe des listes de diffusion par mail. Donc il y en a une qui
s'appelle Ergo IHM et une autre qui s'appelle Ergolist. Et donc ça permet de recevoir des mails des différentes conférences. Des fois, il y a des cafés d'ergonomes qui sont organisés aussi, juste pour discuter entre professionnels. Il y a aussi des petites conférences organisées par certains masters qui peuvent passer un peu inaperçues entre toutes ces grandes conférences, mais qui sont tout aussi intéressantes. Je peux notamment parler du master SITFH, qui a fait une conférence récemment, qui a invité 3 grands ergonomes, et c'était pour qu'ils présentent leur spécialité, et c'était vraiment très instructif. Ça permet de rencontrer du monde, d'échanger, et je suis encore une fois tout à fait d'accord, c'est très important et on le recommande. D'accord, merci Maëva. Et du coup, d'après vous, est-ce que c'est justement important de rencontrer du monde, de se créer un réseau pour justement la recherche d'emploi ? Oui, tout à fait. C'est important de se faire connaître. C'est comme pour tout métier finalement. Le réseau, c'est un petit peu la clé pour trouver plus facilement des missions, un job. Donc je le recommande vivement. Il faut aussi savoir vulgariser ce qu'on fait, puisque le réseau, c'est un réseau d'ergonomes, mais pas seulement. Et donc, c'est ce que disait Julien, à tout moment, au détour de Poireaux et de Potimarron, il faut savoir expliquer ce qu'on fait et en quoi ça peut être intéressant de travailler avec nous. Merci beaucoup à vous 3 pour toutes ces informations sur les ressources et le réseau que l'on peut avoir en ergonomie. Donc maintenant, nous voulions voir avec vous comment se sont passés vos premiers jours en tant qu'ergonome dans une entreprise en interne ou alors en tant que consultant pour toi, Julien. Donc, est-ce que, par exemple, Maëva, tu peux un petit peu revenir sur tes premiers jours pour savoir quels ont été tes ressentis ? Oui, bien sûr. Alors, moi, il faut savoir que mes premiers jours, c'était en tant que stagiaire, vu que j'ai été embauchée dans la même entreprise par la suite. Mais c'est vrai que mes premiers jours en tant que stagiaire, je me sentais un petit peu perdue. J'avais l'impression de ne pas avoir les outils, les connaissances nécessaires. Mais je pense que c'est tout à fait normal quand on arrive dans un nouveau métier, un nouveau domaine. Je pense qu'il y a toujours un temps d'adaptation, un temps où, comme l'a dit Julien tout à l'heure, on doit se former aussi, finir de se former sur le terrain. Et il est vrai qu'une fois qu'on rentre un peu plus, en plus j'ai eu la chance d'être avec des ergonomes, donc ce qui m'a quand même rassurée. Dès que j'avais la moindre question, je pouvais m'appuyer sur eux. Et donc au final, ça s'est quand même plutôt très bien passé pour moi. Ce qui fait qu'une fois que j'ai été embauchée en CDI, tout s'est très très bien passé. D'accord. Et toi, Evelyne, est-ce que tu t'es sentie à ta place lors de ta première intervention ? Mais tout comme Maëva, je suis arrivée en tant que stagiaire alternante. Ça s'est bien passé. J'ai été accueillie par l'équipe d'ergonomes en interne et donc mon tuteur qui m'a expliqué ma mission. Après le sujet, le premier sujet sur lequel je suis intervenue était assez vaste et me paraissait très large, notamment dans une entreprise énorme comme Airbus. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas un petit peu trop gros tout ça pour moi ? Et puis finalement, on dégrossit tout petit à petit, on rencontre des premières personnes et ça se passe bien. On est accompagné au début et puis à la fin, on n'en a plus besoin. C'est comme tout job en fait. C'est exactement ce que disait Maëva. Ça vient sur le fil. D'accord. Et donc du coup, Julien, toi qui t'es lancé en auto-entrepreneur, comment se sont passés tes premiers jours ? En fait, les premiers jours, concrètement, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait ? De savoir, est-ce que je commence par moi déjà me cadrer sur ce qu'est l'ergonomie, ce que je présente, ce que je veux vendre, qui je vais voir, etc. Et c'est vrai que sur le master d'où je viens, on a eu une petite aparté sur devenir auto-entrepreneur, régie micro-sociale, vraiment pour faire un petit peu d'ergo par-ci par-là. Mais on a toute la question de faire un devis, la partie juridique, la partie vente, la partie des locaux. Enfin, on a plein de questions qu'on voit pas forcément justement sur le master. Et après, c'est un petit peu normal aussi, le master forme à l'ergonomie, pas devenir commercial ou à pouvoir avoir ses aspects vente. Et en fait, je me suis rapproché d'une couveuse, d'une pépinière d'entreprise
qui m'a beaucoup accompagné sur comment communiquer, comment formuler un devis, qui m'a rapproché de comptables, de personnes de la communication, de prescripteurs, qui m'a invité à d'autres événements, à rencontrer la CARSAT. Et donc en fait, tout cet outillage que j'ai pu avoir autour, en fait, ça m'a beaucoup aidé sur les premiers mois à structurer, au-delà de l'ergonomie, le cabinet, ce que je pouvais proposer comme offre. Et derrière, après, on a justement le rôle de l'ergonome qui s'inscrit dans cette partie-là. Donc, pendant les premiers temps, j'ai dû passer 5% de mon temps à faire de l'analyse de l'activité, concrètement de l'ergonomie, et puis 95% de mon temps à faire des plaquettes de présentation, passer des appels, expliquer qui j'étais, ce que je faisais, ce que je voulais faire sur ce projet-là. D'accord. Et du coup, lors de tes premières interventions, est-ce que tu t'es sentie à ta place en tant qu'ergonome ? Parce que du coup, tu n'avais pas beaucoup d'expérience derrière toi. Et donc, comment tu t'es sentie lorsque tu es arrivée sur ta première intervention ? Alors, sur ma première intervention, justement, avec cette anecdote du restaurant associatif, en fait, on a tout cadré de A à Z, donc expliquer ce qu'était l'ergonomie, comprendre leur projet, savoir où ils voulaient aller, savoir comment on voulait y aller aussi. Toutes les questions de budget, qui sont des fois des questions un petit peu touchy auprès des entreprises, mais en fait qu'il faut réussir à cadrer et expliquer en coup de temps, ça va se passer comme ça, il y a peut-être telle subvention à aller chercher aussi, donc derrière en fait on est à la fois, on a des freins, mais on est aussi des leviers pour ces entreprises-là. Et la question de la légitimité, en fait, j'avais un petit peu d'expérience via mon alternance sur travailler avec des clients sur ce type de projet-là. Mais on a aussi toute la question de, en fait, on a en face de nous des personnes qui nous font confiance, qui ont un projet. Nous, on essaye de s'épanouir aussi dans ce projet-là, de rencontrer comment les gens travaillent et de venir transformer cette activité de travail-là. Donc la légitimité, en fait, elle n'est pas innée, elle se co-construit, je pense, avec les entreprises ou avec le projet. Mais je suis tout à fait d'accord avec Julien, finalement, ça se co-construit. On rencontre les personnes, on en apprend plus sur le contexte, ce qui pose problème pour eux, on commence à faire nos premières observations, et puis nous, on leur explique aussi quel va être notre rôle dans le projet. Et finalement, c'est du relationnel, quoi. C'est la relation de confiance se crée et la légitimité qui va avec se construit en parallèle. Et je pense que finalement, c'est... Dans nos métiers, on est amené à travailler sur un champ d'intervention qui est tellement vaste que c'est impossible d'être à 100% à l'aise avec tous les sujets dès le départ. Mais il faut qu'on ait confiance en notre capacité d'écoute, de compréhension et nos outils comme l'analyse du travail. C'est ça notre force et ça nous permet de construire notre légitimité. Après, on parlait tout à l'heure du réseau. Je fais un petit parallèle entre légitimité et réseau. Finalement, quand ça se passe bien, notre légitimité, on se la construit et les autres nous voient comme légitimes. Et du coup, ça fait des petits dans le réseau et on peut être appelé sur d'autres sujets. Donc, c'est assez chouette. Et toi, Maïva, est-ce que tu t'es sentie légitime lorsque tu as débuté ? Parce que je sais que donc, toi aussi, tu as commencé en tant que stagiaire et tu as été prise derrière en tant que consultante ergonome chez HDG. Est-ce que tu as senti une différence lorsque tu es passée de stagiaire à consultante ? Alors pas vraiment justement parce que l'entreprise dans laquelle je suis ils accueillent vraiment très bien. Donc en fait même quand j'étais en stage, c'est comme si on me considérait déjà en tant qu'ergonome, comme si j'étais déjà diplômée, etc. Ce qui était très, on va dire, motivant. Parce que même si je n'étais que stagiaire, je pouvais déjà faire certaines choses. Ils me faisaient confiance sur certains projets, ils me laissaient de l'autonomie, etc. Et donc, quand j'ai débuté en CDI, j'ai eu une nouvelle mission. Et là, j'ai vraiment vu quand même un peu la différence, effectivement, où là, vu que c'est officiel, j'ai pu prendre des responsabilités, j'ai pu m'épanouir un peu plus, même si j'étais déjà très épanouie de base. Et oui, la légitimité, comme il disait, ça vient avec, ça se construit. C'est encore en train de se construire, bien sûr. Et je pense que ça se construit tout au long de la carrière. D'accord. Donc pour toi, Maïva, ça n'a pas été difficile de t'intégrer avec tes collègues. Mais est-ce que ça a été plus difficile de t'insérer auprès du collectif lors de tes interventions ?
en ayant bien sûr donc la posture d'une ergonome? Alors oui, des fois ça peut être un peu compliqué aussi par rapport à l'âge, parce que quand je suis arrivée sur certains projets, c'est vrai qu'en tant que jeune ergonome qui vient d'être diplômée, c'est des fois un peu difficile de s'imposer, sachant qu'on travaille avec des gens souvent beaucoup plus âgés que nous. Mais j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur des gens toujours très attentifs, très à l'écoute, qui ont su comprendre que je débutais et que je pouvais faire des erreurs, je pouvais avoir besoin d'aide, et ça a quand même aidé. Donc l'insertion de ce côté-là, on va dire, est différente, mais pas forcément plus difficile, je trouve. D'accord, ok. Et donc du coup, toi Julien, est-ce que tu as rencontré des difficultés pour t'insérer au sein du collectif? Il faut savoir qu'en tant que consultant, on est un petit poisson dans le lac. Donc on n'est pas tout seul à nager autour du monde du travail. Et donc oui, les difficultés, c'est de passer du temps sur une entreprise, de comprendre son besoin, de proposer une intervention et de voir la proposition refusée. Après, c'est le jeu, j'ai pas encore la même force de frappe ou les mêmes compétences non plus. Donc les compétences qui évoluent sur toute la durée de vie du travail que d'autres cabinets. Donc oui, la question de la légitimité, la question des difficultés, elle est prépondérante. Et en fait, c'est cette question des difficultés qui permet de savoir et de guider un petit peu la barque, de savoir où on va, de savoir de ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut aller chercher comme projet ou non, et de savoir un petit peu où on se place encore sur le monde des ergots. Merci pour vos retours d'expérience. C'est vrai que du coup, il existe différents statuts d'ergonome, que ça soit interne au sein d'une entreprise, en tant que consultant, au sein d'un SST par exemple. Est-ce que vous pensez que finalement, il est plus ou moins facile de s'insérer en étant plutôt externe ou interne en tant qu'entrepreneur ou dans une entreprise? Evelyne, est-ce que tu pourrais nous partager ton point de vue? Alors du coup, c'est un avis personnel, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir plus de facilité à trouver des sujets ou avoir des sujets qui nous arrivent en tant qu'interne, puisqu'on est déjà identifié en fait en tant qu'ergo. Il peut y avoir un service et surtout quand ça fait longtemps qu'il existe, la légitimité s'est construite dans le temps. Et donc, les personnes savent sur quel type de sujet on peut les accompagner. Il y a pas mal de demandes, même des fois tellement nombreuses qu'on doit prioriser. Et puis aussi, une des choses qui est intéressante en tant qu'interne, c'est qu'on va pouvoir, avec nos propres curseurs, nos connaissances du fonctionnement de l'entreprise, identifier des secteurs où ils vont avoir besoin d'accompagnement. Et avec l'appui de la direction, on peut se créer nos propres interventions. D'accord, donc si je comprends bien, vous êtes plusieurs ergonomes et la direction est donc une ressource pour vous parce qu'elle vous appuie. Mais si on regarde du côté des opérateurs et opératrices, est-ce qu'il est facile de te faire ta place en tant qu'ergonome? Parce que parfois, je sais que moi en tout cas, lorsque j'étais ergonome au sein d'une mairie, les opérateurs avaient du mal à me faire confiance et ça pouvait être un frein un petit peu pour moi lors de mon intervention parce qu'en fait ils me voyaient plutôt du côté de la direction et puisqu'il y avait des petits quiproquos entre eux et la direction, c'était pas forcément évident. Alors non, on n'est pas identifié comme ergonome des opérateurs ou de la direction. L'avantage, je pense, c'est qu'ils ont l'habitude de travailler avec des ergonomes. Ils sont pas surpris en fait quand on demande à venir faire des observations. Et puis on leur explique le pourquoi du comment on est là. Et en général, ça se passe très très bien. Et je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est pas spécialement le fait d'être interne ou externe, c'est le fait d'intervenir là où il y a des internes. Parce que je pense à mes collègues consultants qui viennent travailler pour Airbus. Finalement, ils ont cette même facilité à pouvoir s'appuyer sur la légitimité du service. Et finalement, c'est une extension du service interne, les personnes qui travaillent avec nous en tant que prestataires. D'accord.
Et donc toi, du coup, Julien, vu que tu es en SST, donc service de santé au travail, et que tu es à la fois consultant, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves plus faciles que d'autres ? La différence majeure, c'est que là, sur la création du cabinet en tant que consultant, il y a une partie de se chercher du travail. Donc clairement, répondre à des appels d'offres, répondre à des missions d'intervention un peu partout en France. Et après, on a justement se faire recommander ou avoir des demandes qui nous arrivent. Donc là, on est vraiment sur l'analyse de la demande, on va dire pure et dure, de quel est le projet, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Donc la difficulté n'est pas tout à fait la même parce qu'il y a un peu cette partie d'aléa. On ne sait jamais la charge de travail qu'on va avoir. Alors, on peut un peu l'identifier, mais le mois prochain, si j'ai 14 demandes, comment je traite ces 14 demandes-là ? Et si pendant 3 mois, j'ai pas de demande-là et que j'ai fini mes missions, entre guillemets, qu'est-ce que je fais ? Donc il faut pouvoir jauger ça, et c'est des aléas qui peuvent être plus ou moins prévisibles. Donc là, en tant que novice quelque part sur la partie cabinet, sur la partie gestion, bon, c'est encore des questions que je commence à toucher un peu du doigt. Et par contre, sur la partie SST en interne, la légitimité, elle est un petit peu différente, je trouve, parce que, comme disait Evelyne, on peut aller se chercher aussi du travail, dire sur ce sujet-là, il faut intervenir. Mais il faut aussi voir la casquette que l'ergonome a en interne, savoir si on va être considéré par certains services comme le fournisseur de meubles Ikea, savoir si on met plutôt une table de 1m60 ou 1m80, ou alors sur d'autres questions, si on est des questions d'organisation, des questions sur de l'intervention vraiment dans le fond du travail, de devoir les construire, de devoir aussi trouver un petit peu de légitimité, de se dire non, en fait on fait pas que de l'apport en matériel, on va aussi venir voir comment ça se passe, et donc on a toute la posture de l'ergonome, toute la légitimité de l'ergonome à construire pour ces demandeurs-là. Pour rebondir sur ce que disait Julien sur le flux de demandes, je pense que là aussi c'est peut-être plus facile de le gérer en interne, puisqu'on a cette relation de confiance. Je vais parler par exemple d'un cas concret. À Airbus, on a commencé à intervenir, à faire des investigations en qualité d'un point de vue facteur humain. Au départ, les autorités, les ASA, ont pointé du doigt le fait qu'il y avait trop de causes racines identifiées comme des erreurs humaines dans nos investigations qualité, ce qui a amené le service ergonomie à travailler sur ces sujets-là. Et à un moment donné, on s'est retrouvé un petit peu noyé avec le nombre de demandes. Presque dès qu'il y avait un problème qualité un petit peu important, le service ergonomie était appelé pour participer à l'investigation. Et on se définit nos critères sur on y va pas, et on arrive plus facilement à se le gérer parce que on sait que c'est comme ça sur le moment, ça va peut-être se calmer avec le temps, mais il n'y a pas la crainte de est-ce que demain il y aura rien, quoi. Donc c'est plus facile à la fois de faire patienter le client et aussi il n'y a pas cette crainte en fait de demain. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, et on a soit d'être noyé sous trop de demandes, ou même des fois en interne, en fait, on voit qu'il y a un projet qui a été fait, on a un nouveau bâtiment qui a été construit, ou alors il y a des plans qui ont déjà été émis, et on apprend ça 2 mois plus tard, on se dit mais pourquoi vous nous avez pas appelé, ou pourquoi l'ergonome n'a pas été mis dans la boucle, pourquoi le SST n'a pas pu intervenir. Et souvent la réponse quand la direction ne sait pas, ou la qualité, l'architecte, on ne savait pas qu'il y avait un ergonome, on ne savait pas que vous pouviez intervenir là-dessus, mais vous ne faites pas de plan. Donc c'est un petit peu questionnant aussi sur quel rôle l'ergonome joue au sein de l'entreprise et comment il est intégré dans les différents projets. Oui, c'est ça en fait. Il y a toute une posture à se construire et parfois ça peut être compliqué. Surtout lorsqu'il y a beaucoup d'acteurs, que l'on est en interne, et voilà, il faut se faire connaître et faire connaître l'ergonomie parce que tout le monde ne connaît pas réellement ce que c'est et ce n'est pas forcément évident. Pour rebondir sur ce que tu disais, un des moyens qui a été trouvé chez Airbus pour on va dire communiquer le spectre sur lequel on peut intervenir, c'est une page web. Donc on a une page en fait du service et ça donne les différents champs d'intervention parce que comme disait Julien, certains ne savent pas qu'on peut intervenir
en phase de pré-projet, mais on n'a pas non plus forcément en tête qu'un ergonome peut intervenir sur le champ de la formation, etc., etc. Et donc donner, on va dire montrer le champ des possibles à nos clients, je pense que c'est important et c'est une bonne idée en fait, comme j'imagine toi sur ton site, tu donnes les différents champs sur lesquels tu peux accompagner les entreprises. Alors je fonctionne pas encore avec un site internet, mais ça devrait venir, oui. Pour clôturer ce podcast, est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos internautes qui sont justement en train de nous écouter et peut-être vont débuter leur pratique, vont bientôt s'insérer dans une nouvelle entreprise, qui finissent leur master? Est-ce que vous auriez des conseils à partager? Oui, moi ce que j'aimerais dire, c'est que l'ergonomie, c'est souvent beaucoup plus large que ce qu'on pense. Pour les gens qui connaissent pas trop ce domaine, c'est vrai que souvent on associe l'ergonome à quelqu'un qui va adapter une table ou une chaise, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. On peut aussi travailler dans de l'innovation, dans de l'expérience utilisateur, dans vraiment énormément de domaines. Et je pense que c'est intéressant aussi que les gens découvrent ça en participant à des conférences. Et voilà, je recommande fortement d'en parler autour de vous aussi si vous êtes un jeune ergonome, parce que faut faire découvrir ce métier qui est vraiment génial. Moi, j'ai envie de dire, si vous avez des convictions, que vous êtes engagé, ce métier est fait pour vous. Puisque il faut être engagé, avoir la volonté de transformer les choses et c'est un excellent moyen en fait en exerçant le métier d'ergonome que de faire bouger les lignes de différentes façons, en travaillant sur de la formation, sur de la conception, de nouveaux outillages, voilà, on a tout un champ des possibles et c'est ce qui rend ce métier très riche. Un champ d'intervention aussi qui est très large, mais je ne me fais pas de soucis pour les futurs ergonomes de demain, quel que soit votre choix, interne, consultant, on trouve du boulot et on a des choses à faire. Eh bien, merci à vous pour ces beaux conseils qui concluent très bien cet épisode. Et donc, merci à vous trois, Maëva, Eyvind et Julien, d'avoir été avec nous pour cet épisode. Merci aussi à nos patriotes de soutenir le projet Parlons peu, parlons ergo. C'est grâce à vous que l'on est de plus en plus indépendant. N'hésitez pas à aller dans la description de l'épisode pour soutenir le projet Parlons peu, parlons ergo. Merci bien entendu à Preventica, notre partenaire de la saison 2. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices de nous avoir suivis sur cet épisode. Un remerciement tout particulier, bien sûr, à notre équipe de rédaction Anaïs Keplin, Paul Fortaba, Elsa Martin et Cassandre Dubos. Retrouvez-nous sur nos réseaux LinkedIn et sur Instagram pour vous tenir au courant